Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition, votre magazine Tribune, qui a le réel plaisir de décrypter l'actualité avec vous. Et pour ce numéro, nous avons le réel plaisir de recevoir dans ces plateaux M. Marius Moubalama, un habitué d'ailleurs, analyste politique proche de Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix. C'est avec lui que nous allons devoir décrypter l'actualité. Bonjour, bienvenue. Bonjour Madame Ranta, bonjour à nos téléspectateurs. Merci encore une fois de la confiance que vous nous offrez afin de participer à ces beaux plateaux de tribune pour parler en toute responsabilité. On parlait RDC. Oui, pour parler en toute responsabilité de la situation de notre pays. Très bien. Situation de notre pays, et quelle est cette situation actuellement en RDC? Non, vous êtes sans oublier que depuis un certain moment, nous sommes dans une impasse politico-diplomatique qui nous amène à tourner presque à rond. Vous savez que notre pays, ce n'est pas un secret de polichinelle, est agressé par un proxy téléguidé qu'on utilise souvent, le Rwanda, mais les véritables tirés de ficelle se trouvent ailleurs, n'est-ce pas? Ils sont à l'Occident. Les entreprises puissantes appartenant aux pays puissants qui cherchent à avoir de façon illégale la même ici nos matières premières. Et pour ce faire, ils passent par le Rwanda, ils orchestrent des massacres de nos populations, ils utilisent la violation sexuelle comme arme de guerre, ils exploitent les minéraux en utilisant les enfants dans des carrières minières. Et du coup, nous nous retrouvons dans une situation où c'est chaque jour que nous plairons nos compatriotes. Notre pays aujourd'hui est divisé. Et donc, comme je le disais, les conflits qui ravagent notre pays aujourd'hui ont pour soubassement des intérêts économiques. Et pour ce faire, il faut travailler dans le sens de trouver aussi des solutions de manière économique. De surcroît, une solution mondiale telle que le prône Dr Denis Mukwege à travers la conférence internationale pour la paix en RDC. Et cette diplomatie, je crois commence déjà à porter ses fruits. Vous êtes sans ignorer que l'Union européenne a pris a pris de certaines mesures contre le Rwanda qui nous agresse. Il y a également le Canada, pas plus tard que hier. Le Canada aussi s'est prononcé sur le Rwanda, contre le Rwanda. Plutôt, ça prouve que le lobbying est tellement bien fait et que la diplomatie agissante du chef de l'État a produit ses fruits. Merci beaucoup. En dehors du fait que Denis Mukwege proposerait un dialogue international pour taire cette situation de guerre. Permettez-moi d'abord de commencer par saluer le travail, n'est-ce pas, abattu par le professeur Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 au niveau de l'Union européenne. Et nous allons considérer au moins 3 dimensions pour aboutir à une solution durable de la situation qui prévaut aujourd'hui dans notre pays. J'ai parlé de 3 dimensions. La première dimension, c'est d'abord les cesser les faits. On doit d'abord faire tout pour que la guerre puisse s'arrêter et que toutes les armées, n'est-ce pas, toutes les armées étrangères puissent se retirer de notre territoire. C'est ainsi que Dr Denis Mukwege, comme il a toujours fait, n'a cessé de proposer ou d'alerter le gouvernement à revenir sur l'accord cadre d'Addis Abeba. Cet accord que nous considérons comme étant l'un des accords les plus meilleurs qui allait dans le sens de rétablir la paix en faveur de la RDC et cela de façon durable. Madame Ranta, vous savez que... Je signale à nos téléspectateurs que l'accord d'Addis Abeba a été signé un certain 24 février 2013. Ça fait exactement 12 ans aujourd'hui, ou 13 ans. 12 ans exactement. Il s'agit d'une initiative de paix visant à mettre fin au conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale et résoudre les causes profondes de la violence et de guerre à répétition à l'est de la République démocratique du Congo. Effectivement, c'est ça, vous parlez, la résolution des causes profondes, n'est-ce pas, des conflits que nous avons dans notre pays. C'est pour dire que depuis que nous avions tenté de différents accords, de différents dialogues, on n'a jamais creusé les causes profondes de cette guerre. Et l'accord cadre d'Addis Abeba est l'un des accords nécessaires qui valorise et qui met en exergue comment arriver à trouver la paix et cela de façon durable. À Addis Abeba, il y avait différents acteurs
qui sont destinataires de cet accord-là. Plus ou moins 15 signatures. Il y a eu 11 ceux qui ont ratifié. Il y a eu 11 États. Et après, il y a des États qui s'étaient ajoutés après la Kenya et un autre pays. Mais également, il y avait eu les institutions. L'Ouganda, le Rwanda, la RDC. Donc ça veut dire que les pays membres de CIRGL, donc tous les pays frontaliers, il y avait la RDC qui est pays agressé, il y avait aussi la communauté internationale à travers certaines institutions bilatérales, d'autres organisations sous-régionales et régionales, dont la SADC, l'Union européenne et l'ONU. Chaque parti, comme je le disais, Mme Ranta, avait pris des engagements. Ouais. Et quels étaient malheureusement tous les engagements que les différentes parties ont pris n'ont jamais été respectés. Voilà ce qui nous amène, n'est-ce pas, aujourd'hui à revenir sur la même situation. Ce qui veut dire que l'accord d'Addis Abeba a été un échec. L'accord d'Addis Abeba a été un échec parce que, comme je l'ai dit, aucune des parties n'a respecté ses engagements. Laissez-moi le temps d'expliquer quels étaient les engagements de chacune des parties. Pour la RDC, il faut bien comprendre à ceux qui nous aider à comprendre ceux qui nous suivent. La RDC avait pris l'engagement, premièrement, de rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Vous savez que l'autorité de l'État aujourd'hui pose problème. Vous pouvez circuler sur une distance de 500 km et ne pas trouver ne fût qu'un seul poste de la police ou un seul poste de forces armées. L'État n'a pas le contrôle total de tout le territoire, de toute l'étendue du territoire national. Ce qui fait que quand il y a des agresseurs, ils ont la facilité d'avancer comme s'ils étaient, n'est-ce pas, en marche de santé. Pourquoi? Parce que l'État n'est pas présent. Donc, dans le cadre de cet accord-là, le gouvernement congolais avait pris cet engagement d'établir cette autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. De rétablir cette autorité de l'État. Ce qui n'a jamais été fait. Au-delà de ça, il a pris l'engagement de réformer l'armée et la police. Vous savez que notre armée, à travers toutes les tentatives qu'on a eu à avoir pour recouvrer la paix, nous avions eu plusieurs accords. Hein? Sun City, il y avait... il y en a plusieurs. Hein? Lusaka, accord avec les M23. Mais tout ça aussi a fait à ce qu'on ait des brassages au sein de l'armée. C'est là que je voulais arriver. Ce qui a fragilisé l'armée congolaise. Tous ces accords-là ont facilité la fragilisation de notre armée parce que ces brassages a permis à ce que notre armée soit infiltrée, notre police soit infiltrée, notre service de renseignement et de sécurité soit infiltré au plus haut niveau. Ce qui tire aujourd'hui vers le bas l'efficacité de notre armée. Et depuis ce temps-là... Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en venant, a dit qu'il avait trouvé une armée... structurée, forte. Aujourd'hui, si l'armée était structurée et forte, on ne serait pas dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Très bien. C'est au regard de tout ce qu'il y a comme infiltration, tout ce qu'il y a comme désorganisation dans l'armée, ça fait que devant l'ennemi, notre armée soit en débandade. Et ça facilite l'avancement de l'ennemi. Ça veut dire qu'on devrait déjà commencer à travailler sur la réforme de l'armée et de la police. Et c'est là que le docteur Denis Mukwege insiste. Il dit qu'il faut renforcer ou bien réformer l'armée et la police. Et quand vous lisez le plan de la paix, le plan de paix édité par le professeur Denis Mukwege pendant la campagne, il a donné toutes les stratégies comme un breveté de l'état-major. Qu'est-ce qu'il faut pour, n'est-ce pas, réformer l'armée? Et on regarde, pendant un certain moment, il y a eu, n'est-ce pas, les désarmements, il y a eu des mobilisations de certains militaires. Tous ces structures-là. On démobilise les gens qui ont eu l'habitude de manger derrière l'arme, mais on les laisse à la belle étoile. Et à présent, ces mêmes personnes-là qui ont été démobilisées, alors il devrait normalement suivre la réinsertion. Ils devraient suivre l'insertion et les activités économiques. Mais tous ces gens-là, quand ils sont abandonnés, quand il y a des rébellions qui viennent, ils ont la facilité encore de revenir dans ces mouvements-là et ça nous amène encore à tourner à rond. Donc, on devrait travailler pour les réformes de l'armée. Ça, c'est l'engagement que nous avions pris. Le gouvernement congolais avait pris l'engagement de combattre toutes les forces négatives, tous les groupes armés en activité dans notre pays. Ça, c'est l'engagement que notre pays a pris. Et vous savez ignorer qu'en 2013, la M23 a été défait par le gouvernement congolais. C'était le début du processus. Oui. Et la MONUSCO, à travers la communauté internationale, avait pour mission, dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba, d'accompagner les FARDC à combattre tous les groupes, tous les groupes armés. Aujourd'hui, on est dans une logique où le gouvernement congolais doit négocier avec les groupes armés. Alors que dans cet accord-là, le gouvernement congolais ne devrait pas... Mais au nom de la paix, il y a ceux qui pleurent, ceux que nous pleurons là-bas, de la participation des Congolais. Nous avions pris l'engagement, Madame Ranta, que nous devrons travailler pour la réforme des institutions. Toutes les institutions, y compris les institutions judiciaires. Vous savez, le chef de l'État lui-même a dit que la justice était malade. On devrait travailler pour réformer la justice. Il y a eu les états généraux de la justice. Les états généraux de la justice, madame, ça c'est une autre paire de manches. Vous savez que les états généraux que nous avions connus, ça a été pour des raisons politiques. Il y avait eu des états généraux en 2015
sous Tambwe Mwamba. Ces états généraux-là ont pondu presque les mêmes recommandations. Plus de 500 recommandations. 350 recommandations comme ça, que le même état généraux actuel de Moutamba ont pondu aussi. Ça veut dire que les recommandations passées, ça n'a jamais été mis en application. On parle aussi pour d'autres états généraux qui risquent aussi de ne pas aussi produire des effets. Nous avons pris l'engagement de réformer, n'est-ce pas, la justice au pays, de travailler pour le développement économique dans notre pays. Et quand vous regardez tous ces engagements pris par la RDC, aucun des engagements n'a été respecté. Et ça nous amène à être dans une situation où, d'une manière ou d'une autre, comme on n'a pas construit par exemple des routes chez nous, les Congolais, depuis plusieurs années, sont obligés, Madame Ranta, à passer, les Congolais particulièrement de l'Est, tous les opérateurs économiques de l'Est sont obligés de passer par le Rwanda pour voyager à l'international. Et c'est en termes de millions de dollars que les Congolais payent, n'est-ce pas, pour passer par le Rwanda dans l'économie rwandaise. Et tout ça, ça fait tourner l'économie rwandaise qui revient pour nous combattre. Ça veut dire qu'en quelque sorte, nous leur donnons la force. Nous leur donnons la force, nous finançons l'agression dans notre pays. Bukavu et Uvira, c'est à peu près 120 km. Mais les habitants de Bukavu sont obligés de passer par le Rwanda pour aller à Uvira, sur notre territoire. C'est en termes de centaines de véhicules par jour, en aller comme au retour, qui traversent par le Rwanda. Tout ça parce que nous n'avions pas travaillé à l'intérieur, nous n'avons pas respecté nos engagements. La taxe, tout ça, ce sont des millions que nous donnent. Et tout ça, ça bénéficie. Donc, l'insécurité qu'on a instaurée dans notre pays bénéficie à l'émergence de l'économie rwandaise. Et le Rwanda n'a aucun intérêt de voir notre pays stabilisé, parce qu'une fois le Congo stabilisé, c'est l'économie rwandaise qui tombe en décadence. Parce que les Congolais ne seront plus dépendants du Rwanda. Les commerces illicites de minerais ne passeront plus par le Rwanda. Et donc, au regard de ces accords-là, de ces engagements-là, le pays frontalier, membre de la CIRGL, et aussi ont pris des engagements, dont le Rwanda et l'Ouganda qu'on utilise souvent pour nous agresser. Quels étaient ces engagements de ces pays-là? Ils ont pris l'engagement, donc tous les pays frontaliers membres de CIRGL, ils ont pris l'engagement de respecter l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Vous êtes sans ignorer que le Rwanda entre sur notre territoire à n'importe quel moment. Et où est la faiblesse? Nous n'avons pas une armée, n'est-ce pas, capable à l'empêcher. Pourquoi pas cette armée-là n'a pas été réformée? Ils ont travaillé pour fragiliser notre armée de l'interne. Ils revenaient à nous, pas à la communauté internationale, pas au Rwanda, à nous Congolais, au gouvernement congolais. Le gouvernement passé et le gouvernement actuel de travailler dans le sens, n'est-ce pas, d'améliorer ou de réformer l'armée. Ce qui n'a pas été fait. Ils ont pris ça veut dire que, au regard de ça, au regard seulement du fait que les Rwandais et l'Ouganda ont signé l'accord gelé avec moi, qu'ils doivent respecter la souveraineté et l'intégralité de notre pays, je ne vois aucune raison que le gouvernement congolais aille négocier avec Rwanda à Luanda. Donc le processus de Luanda n'a pas raison d'exister. Ils ont pris l'engagement, tous ces pays frontaliers-là, dont les Rwandais et l'Ouganda, de ne pas soutenir, n'est-ce pas, aucun groupe armé évoluant en RDC. Vous êtes sans ignorer encore, quand le M23 a été défait en 2013, ils s'étaient enfouis vers l'Ouganda et le Rwanda. Et quand ils reviennent pour encore agresser notre pays en prenant Bunagana, ils sont venus de l'Ouganda. Alors que dans cet engagement, ils s'étaient convenus que lorsqu'il y a des rebelles ou des criminels qui s'enfuient dans leur pays, ils les arrêtent et ils renvoient au Congo pour qu'ils soient jugés. Cela n'a jamais été fait. Donc, le gouvernement congolais n'a encore en plus aucune raison d'aller négocier avec le Rwanda. Comme je l'ai dit tantôt, le gouvernement congolais n'a pas pris l'engagement de négocier avec les groupes rebelles, comme ça s'est fait aujourd'hui à Nairobi. Le gouvernement congolais a pris l'engagement de les défaire. Et ça a été signé. Donc le processus, l'accord cadre d'Addis Abeba est le meilleur. Ça donnait tous les astuces nécessaires pour taire la guerre de façon pacifique et établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire, de réformer l'armée congolaise et de travailler pour le développement économique. Mais malheureusement, nos gouvernements n'ont jamais travaillé pour ce faire. Et on regarde maintenant des rapports de force défavorables à la RDC, on nous a amené dans une logique de processus de Luanda et de Nairobi. Pour toujours chercher la paix, le gouvernement congolais est allé, n'est-ce pas, rejoindre l'organisation sous-régionale des agresseurs, l'EAC. L'EAC, c'est un regroupement des agresseurs. Le Rwanda est là-bas, l'Ouganda est là-bas, le Kenya est là-bas, et tant d'autres pays. Et nous sommes allés de façon naïve dans cette organisation-là. Et c'est cette organisation-là aujourd'hui qui est en train de nous pousser à négocier avec le Rwanda, à négocier avec l'Ouganda. Or,
Quand on négocie, de négocier avec les Rwandais et les groupes armés, quand on négocie avec le Rwanda, à Luanda, on oublie un acteur de taille, un acteur majeur, qui est la communauté internationale, qui est acteur majeur de ce conflit. Et dans cet accord d'Addis Abeba, et aussi ont pris l'engagement, comme quoi il va accompagner le gouvernement congolais dans la mise en application de l'accord d'Addis Abeba. Et une force d'intervention, selon le chapitre 7 du charte des Nations Unies, était mise en place, n'est-ce pas, pour contraindre toute personne ou tout groupe armé qui serait en mouvement. Et cela à long terme. Mais depuis un certain moment, je crois que quand la communauté internationale a vu que la RDC commençait à s'éloigner de cet accord-là, et aussi s'est rétractée. Parce qu'à un moment donné, la communauté internationale est devenue plus observateur qu'acteur par rapport au conflit que nous avons. À tel point que notre pays a été classé dans le palmarès des pays négligés, des conflits où les conflits sont négligés par une organisation là de Norvégiens, comme étant parmi le premier pays où le conflit est négligé. Et tout ça, ça ne nous a pas aidé d'avancer dans la recherche de la paix. Et donc, voilà pourquoi Dr Denis Mukwege, connaissant que cet accord-là existe, a recommandé au gouvernement congolais de revenir à l'accord cadre d'Addis Abeba. Parce que cet accord-là donnait tout le nécessaire pour que nous soyons dans une situation de paix. Comme je l'ai dit, cette faiblesse-là des rapports de force défavorables à la RDC nous amène dans la logique qui nous amène à négocier avec les agresseurs. L'aggravation de la crise. L'aggravation de la crise. Et donc aujourd'hui, le gouvernement congolais a intérêt de travailler et d'écouter Dr Denis Mukwege afin que nous puissions revenir, nous puissions travailler dans le sens de renforcer le rapport de force. Et c'est à ça que Dr Denis Mukwege est en train de travailler aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez les décisions tomber de partout. Je crois que vous et moi, nous avions suivi la plaidoirie aussi musclée de Dr Denis Mukwege qui a mis le député européen face à les responsabilités. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment est-ce que ça commence à bouger en faveur de la RDC. Parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir. Bon, il n'est pas le seul, hein, il faut se dire, il y a aussi le gouvernement qui a milité pour qu'il y ait des sanctions contre le Rwanda. Madame Estine, Dr Denis Mukwege a beaucoup travaillé sur le plan diplomatique. Ce qui m'amène à considérer aujourd'hui... Ce qui n'est pas faux, en tout cas. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à considérer comme Dr Denis Mukwege étant le fin diplomate que le Congo n'a jamais connu. Vous savez, avant qu'on arrive à cette situation ici, au niveau de l'Union européenne et au niveau de l'ONU, Dr Denis Mukwege avait décroché une disposition concernant la traçabilité des matières premières qui interdisait l'exploitation et la commercialisation des matières premières venant des zones de conflit. Cette disposition-là est un instrument favorable que la RDC pouvait brandir au niveau de la communauté internationale pour coincer les pays qui agressent ou bien les pays qui achètent les minéraux venant des zones de conflit. Mais heureusement que... Malheureusement, en 2021, toujours dans la démarche pour chercher la paix, le gouvernement congolais avait signé des accords avec le Rwanda. Vous vous rappelez que nous avions ouvert l'espace aérien congolais au Rwanda. Nous avions donné tout ce qu'il fallait donner jusqu'à permettre au Rwanda d'avoir la raffinerie de l'or congolais au Rwanda, alors que le Rwanda n'a pas de l'or sur son territoire. Ce qui a poussé, malheureusement, l'Union européenne, le lendemain de cette signature-là, a signé avec le Rwanda maintenant l'accord pour la commercialisation de cette matière-là. Ce qui était déjà un acquis pour la RDC, que le Rwanda ne devrait pas commercialiser la matière première venant des zones de conflit. On a, je peux dire, anéanti le combat de Dr Denis Mukwege. Et le même Dr Denis Mukwege se lève encore et dit non, 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 on doit revenir là-bas. Et aujourd'hui, vous avez vu la décision de l'Union européenne, on a cassé cet accord-là, l'Union européenne avec le Rwanda. Et donc, il y a cette dimension-là qu'il faut considérer. Dr Denis Mukwege a fait de l'alerte dans tous les sens. Concernant les EAC, il avait dit que la sécurisation des Congolais est un domaine de souveraineté nationale. Il est inconcevable que le gouvernement congolais puisse extravertir la sécurisation des Congolais. Recours à d'autres pays. On ne peut pas appeler les agresseurs pour trouver solution à l'agression qu'ils ont créée. Le gouvernement en place et ses membres ont traité Denis Mukwege de tous les mots. Aujourd'hui, on donne raison au docteur Denis Mukwege. Denis Mukwege avait demandé au gouvernement congolais de ne pas organiser le départ précipité de la MONUSCO. Parce que vous savez qu'en 2022, le mandat de la MONUSCO a été prolongé. En 2024, le gouvernement congolais demande à ce que la MONUSCO puisse quitter.
Mais après que Denis Mukwege ait fait, n'est-ce pas, cette alerte de laisser la MONUSCO, parce que lorsque la MONUSCO quitte une zone, c'est de l'insécurité qui va se créer. Qui s'installe. On n'avait pas encore compris Mukwege. C'est le gouvernement congolais qui revient après et demande à ce que la MONUSCO puisse revenir. Dans l'entretemps, on a déjà presque tout perdu. Donc, si Denis Mukwege était compris par le passé, nous ne serons pas en train de patauger aujourd'hui comme tu m'as dit de le faire aujourd'hui. Ça veut dire que l'accord cadre d'Addis Abeba peut nous ramener, n'est-ce pas, à rétablir la paix, à un cessez-le-feu. Ça, c'est la première démarche. La deuxième démarche, il faut considérer, comme le prononce le docteur Denis Mukwege, une conférence internationale pour la paix en RDC. Ça, c'est un mécanisme externe pour trouver, n'est-ce pas, solution de façon durable à notre problème. Parce que le gouvernement congolais, quand il parle, il ignore la communauté internationale. Il ignore les entreprises multinationales qui achètent les matières premières. Nous, on s'attaque seulement aux voleurs, qui est le Rwanda. On ignore, n'est-ce pas, le receleur. Qui sont ces receleurs-là? Toutes les entreprises appartenant aux pays puissants qui achètent les matières premières venant de la RDC. Et donc, il est inconcevable qu'on s'attaque seulement au Rwanda et on ignore ceux qui achètent cette matière-là et qui financent et qui voudraient que la situation puisse rester intacte, en fait, qu'ils continuent à avoir la même mise sur cette matière première-là de façon illégale. Et cette illégalité de commerce des matières premières, c'est qui nous amène à cette situation de violation des droits de l'homme, de tueries et consorts. C'est ainsi que le Dr Denis Mukwege appelle à la conférence internationale pour la paix en RDC. Et vous aviez suivi le procureur, n'est-ce pas, de la CPI, Karim Khan, qui recommande aussi au gouvernement congolais de recourir à cette conférence-là. Et cette conférence-là, ça fait presque plus de 5 ans que le Dr Denis Mukwege a demandé ça. De réclamer ça. Mais qui pour écouter Denis Mukwege? Qui pour mettre en pratique la politique? Voilà pourquoi même Denis Mukwege était venu comme candidat. C'était pour transformer son prix Nobel de paix en une paix réelle, à passer par tous ces mécanismes-là. Il n'avait pas été compris par les Congolais. Il n'avait pas été compris par les Congolais. Et donc, candidats des étrangers. Ça, ce sont des diabolisations qu'on a mis en place, qu'on a les étrangers. Aujourd'hui, nous sommes en train de reconnaître que le docteur Denis Mukwege est le patriote que le Congo n'a jamais connu. Des diplomates. Un fin diplomate, parce que tout le monde sait maintenant aujourd'hui. Tous les acteurs politiques se sont tués. Il n'y a que Mukwege aujourd'hui qui est en train de mouiller sa maillot pour l'intérêt général. Et donc, Denis Mukwege, quand il travaille, quand il se bat pour le Congo, il ne se bat pas pour le poste politique. Ce n'est pas ça la mission de Denis Mukwege. Parce qu'il y a un gouvernement d'union nationale qui sera formé d'ici là. Est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes les propositions que le docteur Denis Mukwege a, on peut compter, les Congolais peuvent compter sur son apport dans ces gouvernements pour enfin réaliser son rêve de restaurer la paix en République démocratique du Congo? Le docteur Denis Mukwege est un prix Nobel de la paix. Et quand il travaille pour la paix, ce n'est pas pour qu'il soit président de la République. Mais c'est pour apporter sa pierre à l'édifice. Denis Mukwege est au chevet de la population depuis plus de 40 ans sans avoir été au gouvernement. Et il le fait très bien. Ça, il faut connaître ça. Depuis plus de 40 ans, Denis Mukwege a construit des écoles. Denis Mukwege a construit des hôpitaux. Denis Mukwege a construit des cliniques juridiques qui permettent aux Congolais d'avoir accès à la justice. Je peux dire même au vu de ces volets-là que c'est le véritable acteur d'un état de droit au Congo. Denis Mukwege, parce que tout ce qu'il a fait, il a construit des centres communautaires à l'image des INPP partout dans le monde, partout dans la RDC. C'est là sans être membre du gouvernement. Et tout ça en faveur de la population. Donc pour qu'il travaille pour sa population, il n'a pas besoin d'entrer au gouvernement. Pour qu'il travaille pour la paix, parce que tout ce qu'il fait, le gouvernement congolais ne lui paie pas pour ça. Or, quand il est partout là où il est en train de passer, et je salue son travail, il est au fait de l'État. Mukwege, c'est l'amour du pays, l'amour de l'unité nationale. C'est ça ce qui gouverne les actions de Denis Mukwege. Ça veut dire que, gouvernement d'union nationale ou pas, nous avions connu ça à plusieurs reprises. Depuis Sun City, nous avons connu des gouvernements d'union nationale, de ceci. Et récemment, ici en 2017, après le dialogue de Kodjo et le dialogue de Senko, il y avait toujours des gouvernements d'union nationale. Est-ce que ça nous a permis... gage de stabilité Est-ce que ça nous a permis, n'est-ce pas, de toucher aux questions profondes des conflits que nous avons dans notre pays? Nous sommes favorables, Denis Mukwege est favorable à ce que les Congolais puissent se mettre ensemble et discuter. C'est pourquoi Denis Mukwege a soutenu le pacte social pour la paix
de la SENCO. Parce que ça, c'est un cadre valable pour que les Congolais puissent discuter. Pendant que ce même pacte est en train d'être critiqué par Lausanne et malheureusement, ceux qui critiquent ça, ils ont leurs motifs. Ils critiquent parce qu'on en a eu. Vous avez parlé de Kodjo qui avait été pacificateur au sein pour un dialogue entre Congolais. Il y en a eu plusieurs comme ça en RDC qui n'ont jamais résolu les problèmes du Congo. Mais quand il vient soutenir le pacte aujourd'hui, c'est-à-dire que lui-même, il s'est dit que la conférence internationale, on le met encore un peu en arrière. Passons à ce dialogue qui est aujourd'hui porté par les CC et la SENCO. Une belle question qui va permettre à ceux qui nous suivent de nous comprendre bien. Le prince de l'église catholique, le pasteur de l'ECC et Dr Denis Mukwege, ils ont une logique. Et la compréhension de ces trois partis que je viens de citer, apparemment leur vision n'est pas encore comprise par les acteurs politiques. Quand on parle, n'est-ce pas, de pacte social pour la paix, nulle part, j'ai eu le temps de parcourir ces documents, on a parlé de partage de pouvoir. Nulle part. Les prêtres ne sont pas dans cette logique-là. Ce sont les acteurs politiques, vous avez suivi qui Adolphe Mouzito, être favorable à l'appel de Tshisekedi pour un gouvernement d'union nationale. Donc les politiciens, eux, ne voient d'abord que le partage du pouvoir. Or, nous avions cette expérience-là. En citant Adolphe Mouzito, je voudrais qu'il ait pressenti Premier ministre au gouvernement de l'Union nationale. Ça ne sera jamais une solution au problème que nous avons. Le problème que nous avons n'est pas lié au poste. Le problème que nous avons, c'est lié, n'est-ce pas, aux minerais qu'il y a dans notre pays. Et tous les Congolais doivent se mettre ensemble, discuter, et se niveler au même niveau de problème. Et trouver d'abord des solutions aux problèmes à l'interne. Il y a plusieurs problèmes, les Congolais doivent se parler. Le détournement, madame. L'injustice, l'impunité. Parce que l'injustice a été instaurée comme un mode de fonctionnement dans notre pays. À tel point que l'impunité rend que les Congolais soient récidifs. Hier, ils ont pris les armes, ils ont bénéficié de l'amnistie, ils sont retrouvés dans les gouvernements et consorts. On a mis la justice à côté, n'est-ce pas, au détriment de la paix. Quand ils n'ont plus le pouvoir, ils reviennent encore par les mêmes pratiques. Ils prennent encore les armes pour accéder encore au pouvoir. Et on continue à tourner à rond. Pourquoi tout ça? Parce qu'il n'y a jamais eu une justice qui pourra sanctionner tous ceux qui ont participé à des crimes. Voilà pourquoi Denis Mukwege n'a jamais cessé à plaider à ce qu'un tribunal pénal international soit établi pour la RDC. Tous ces acteurs-là, ils sont libres. Ils sont en train de circuler ici et là. Et donc, je disais, le pacte social pour la paix est un cadre favorable. Ça, c'est la troisième dimension, madame, pour trouver solution aux problèmes que nous avons. Ça veut dire qu'une fois, je m'excuse, une fois à l'interne ici, on essaie un peu de taire nos différends. Nous voyons le problème dans la même direction. Mais y a-t-il un problème entre Congolais? Parce que quand on parle de pacte social, on voit tous les Congolais autour d'une table. Vous avez bien dit, les évêques ne veulent pas le partage du pouvoir. Très bien. Mais est-ce qu'il y a-t-il un problème entre nous, Congolais? Bien, le problème nous vient du Rwanda. Je l'ai dit tantôt, madame. Il faut bien identifier qui est à la source de notre problème. Cela est identifié. C'est le Rwanda, l'Ouganda qui nous intéresse. Le Rwanda, moi je l'ai dit ici sur le plateau. Le Rwanda, c'est un proxy téléguidé utilisé par les entreprises multinationales afin de nous agresser pour que ces entreprises-là puissent avoir la même mise sur notre matière première. La pression que Mukwege est en train de soumettre, n'est-ce pas, à l'Union européenne, ça mène cette communauté-là à prendre des sanctions contre le Rwanda. Du coup, le Rwanda manquera les moyens pour soutenir les groupes rebelles. Et une fois les groupes rebelles n'ont pas les moyens, sera essoufflé et ça va s'arrêter. Donc le Rwanda, comme je l'ai dit tantôt, en 2020, on a eu des accords avec lui. Alors, parlons également directement de la conférence internationale au lieu de parler du pacte social, parce que cela ne va pas résoudre la situation qui prévaut. C'est là que j'étais, mais vous m'avez interrompu. Je vous en prie. Ce pacte social-là, je dis que c'est un cadre favorable pour que les Congolais puissent se mettre ensemble, discuter par rapport aux problèmes d'abord à l'interne. Parce qu'il y a les problèmes internes et les problèmes externes. Quels sont les problèmes internes? Une fois les problèmes internes sont résolus. Madame, vous ignorez que les élections de 2018 ont été très mal organisées. Ça a été décrié par tous les Congolais. Et nous voudrions que les cycles à venir ne soient pas aussi sales comme les cycles passés. Ça, ce n'est pas un secret. Ouais. Le détournement ici et là. L'absence de l'État, comme je l'ai dit tantôt, sur toute l'étendue du territoire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'État soit présent? Ouais. La gabegie financière, ce sont des problèmes. L'injustice, l'intolérance que nous vivons ici et là, ce sont des problèmes. Parce qu'on nous parle déjà que les institutions
de la République nous consomme 4... où est-ce que j'ai noté ça? 4 milliards, quelque chose comme ça, le semestre. Ouais, ça c'est déjà un problème. Ça c'est déjà un problème. C'est inconcevable. Un pays où sa population vit en deçà de la moyenne qui est recommandée, donc dans la pauvreté, que des institutions puissent consommer des budgets aussi colossaux comme ça. Ça c'est un problème qu'on doit discuter, qu'on doit parler. Et une fois les Congolais sont nivellés au même niveau, vous avez la même vision de nos problèmes, là on peut maintenant aller affronter maintenant la communauté internationale. Ces entreprises multinationales-là, et aussi on les invite sur la table. Parce que les acteurs... Cette communauté internationale comprend déjà les choses, parce que l'Union européenne a déjà compris. Voilà pourquoi il y a eu de sanctions. Alors si déjà cette communauté internationale est en train de comprendre les causes de cette agression, est-ce que ça vaut encore la peine? Ce n'est pas retarder les processus du développement de la République démocratique du Congo. Madame Ranta, il faudra comprendre ma logique. Je disais, ce pacte nous amène à nous niveler à un même niveau par rapport aux problèmes que nous avons. On prend conscience de nos problèmes, tous à l'unisson, comme nos pères de l'indépendance à l'époque. Le Lumumba se retrouve en prison et doivent aller, n'est-ce pas, à la table ronde. Ils ont réussi à aller à la table ronde avant que Lumumba ne soit libéré. Et tous, avec les différences qu'ils avaient à l'interne, ils ont mis ça d'abord à côté. Ils sont allés maintenant parler face aux colons. Et c'est ça aujourd'hui. Les politiciens, les acteurs politiques, les leaders politiques, les leaders d'opinion, tous les points de divergence sont mis à côté. On parle maintenant à la conférence internationale pour la paix en RDC. On discute maintenant sur comment on peut faciliter les entreprises multinationales, ceux qui ont besoin de nos matières premières. Parce qu'aujourd'hui, les matières premières qu'il y a dans notre pays sont incontournables pour la transition énergétique. On en aura toujours besoin, sera toujours convoité. Alors il faut donner des facilités. Il faut assainir le climat des affaires au Congo. Pour que ces entreprises-là puissent venir investir et travailler au Congo, et cela dans le mécanisme de gagnant. Oh, pour qu'on assainisse, madame, le climat des affaires au Congo, il faut respecter, le Congo doit respecter ses engagements pris à Addis Abeba. Parce qu'un investisseur ne viendra pas dans un pays où il n'y a pas de route. Un investisseur ne viendra pas dans un pays où la justice ne fonctionne pas comme dans des nations modernes. Un investisseur ne viendra pas dans un État où l'impunité est un mode de vie. Donc, c'est le respect des engagements pris par la RDC à Addis Abeba qui permettra à ce que les investisseurs viennent et ne plus passer par les proxys téléguidés, par les gens qui occasionnent des tueries et des morts dans notre pays. C'est cela la logique en fait. Et une fois cela est fait, vous allez voir comment est-ce que tous ces gens-là qui passent par le Rwanda, désormais passeront dans notre pays et on aura la paix que nous avions longtemps cherchée. Et donc, Dr Denis Mukwege, il travaille depuis des années. Et aujourd'hui, il venait de totaliser 70 ans. D'âge. Joyeux anniversaire, mon Eshimiwa. À ces 70 ans, il y a Dr Denis Mukwege. Et il avait promis, lors de son adresse à la population pour la nouvelle année, il avait déclaré l'année 2025 comme une année de la paix. Et c'est cette année ici, nous allons recouvrir cette paix-là. J'ai confiance au travail qu'a Dr Denis Mukwege. Et donc, tout ce qu'on veut mettre en place aujourd'hui, gouvernement d'union nationale, gouvernement de ci, gouvernement de cela, ça ne va pas aboutir à une paix durable. Ça ne va pas résoudre les problèmes que nous avons. On doit d'abord travailler pour réunifier le pays. Et c'est cela. C'est le gouvernement de l'Union nationale qui va travailler pour réunifier le gouvernement d'Union nationale. C'est le gouvernement d'Union nationale là. Madame Ranta, c'est le gouvernement d'Union nationale là. Le gouvernement de Kinshasa. Son expertise. Le gouvernement de Kinshasa va travailler avec qui? Parce que déjà, les opposants, les acteurs majeurs, la décrispation les opposants qui ont retrouvé leur liberté. Les acteurs majeurs de l'opposition ont tous boycotté l'appel de Tshisekedi, du président Tshisekedi. Il n'y a que Mouzito jusque-là qui tend la main au président. Il y a le conseiller du chef de l'État en matière de sécurité qui a été chargé d'entamer des consultations avec la classe politique congolaise. Cela montre que le chef de l'État lui-même ne donne pas beaucoup d'importance à ce processus ici. En nommant seulement Eberand pour faire des consultations. Vous êtes sans ignorer. Pour mettre fin au mariage FCC Cash, c'est le chef de l'État lui-même qui consultait les acteurs politiques, n'est-ce pas? Les acteurs de la société civile et consorts. Ça, c'était pour mettre fin à cette alliance-là. Mais aujourd'hui, à la recherche de la paix pour la RDC,
il prend cette mission-là noble que lui-même devrait faire, il donne ça à son conseiller. Il confie ça à son conseil. Et Beran va dire quoi devant Katoum? Il va dire quoi devant Martin Fayoul? Ou bien qu'est-ce que Beran va dire à tous les leaders politiques que nous avons? Vous comprenez que comment est-ce qu'on ne donne pas... Il va leur dire de taire leurs divergences, tout ce qui nous divise. Mais non, parlons Congo pour l'avancement du Congo, parlons paix, parlons développement. C'est tout ça dont il va faire allusion. La sincérité dans toutes les démarches est nécessaire. Il faut être sincère. Madame, et au-delà de ça, Dr Denis Mukwege a toujours donné des voies de sortie. Comme Martin Fayoul l'a fait. Hein? De ces conflits. Moi, je parle de voies de sortie crédibles et durables. Denis Mukwege parle, n'est-ce pas, de la nécessité d'une mobilisation politique au niveau international. Et vous voyez déjà les travaux en train d'être faits. Cette mobilisation politique au niveau international doit être accompagnée par une aide aussi internationale. Parce que nos populations sont en détresse. Nous avons des milliers de Congolais qui sont en déplacement. Il y a une crise alimentaire. Il y a une crise alimentaire. Qui s'écoule. Il va même demander à ce que la coopération au développement. Crise humanitaire sans forme. La coopération au développement avec le pays qui nous agresse doit prendre à compte le respect de l'accord d'Addis Abeba. Si aucun pays ne respecte pas ces accords-là, que ces pays-là coupent les aides au développement à ces pays. Et les effets sont en train de tomber. Ça, c'est Dr Denis Mukwege qui parle de ça. Au-delà de ça, il y a nécessité aujourd'hui que la RDC puisse se retirer, n'est-ce pas, de l'EAC. Qu'est-ce que nous faisons à l'EAC? Qu'est-ce que nous faisons à l'EAC? C'est un conglomérat des agresseurs qui convoitent la richesse que nous avons au pays. Nous, Congolais, nous n'avions jamais voulu que nous soyons sur cette terre. Ça, c'est la volonté divine. C'est dans la discrétion divine de Dieu qui nous a placés sur cette terre ici. Maintenant, ces gens-là qui convoitent nos richesses, en quoi est-ce que nous allons collaborer avec eux? Et quand vous voyez leur logique, ils nous renvoient tous à aller négocier avec les groupes armés. Oui. Ils nous renvoient d'aller négocier avec le Rwanda. Et ils savent qu'à négocier avec le Rwanda, on n'aura pas gain de cause. Là où on devrait travailler pour mettre fin aux groupes armés, à les démobiliser et à les réinsérer dans la société. Et ça, c'était le travail du mécanisme national de suivi. Donc, dans l'accord cadre d'Addis Abeba, a tout prévu. Le mécanisme national de suivi, ça existe. Il y a François Mamba qui est proche du président Félix Tshisekedi, qui a été coordonnateur de ces mécanismes-là. Il peut dire plus au chef de l'État. Il y a eu Claude Ibalanki qui est de l'IDPS. Pendant plusieurs années, là, il a géré ces mécanismes-là. Qu'est-ce qu'il dit au chef par rapport à ces mécanismes-là? Parce que ce qui est en train d'être fait en Nairobi avec les groupes armés, ça devrait être fait par le mécanisme national de suivi. Il y a aujourd'hui le professeur Toumbalouaba, qui est aussi proche du président Félix. Il peut donner des conseils et dire au chef de l'État, voici. Même le mécanisme national de suivi, le professeur Toumbalouaba, il a même appelé au retour à cet accord-là. C'est compliqué. Il y a aussi un autre élément très important. Permettez-moi de terminer les voies de sortie. Okay. Le commerce est transparent, n'est-ce pas, des ressources minières. Madame, ça, c'est un épine dorsale pour notre pays. Tellement que l'illégalité dans ces domaines-là, le manque de transparence dans les commerces de minerais là, c'est ça ce qui nous pose problème aujourd'hui. Voilà la nécessité de cette conférence internationale pour la paix en RDC. On doit travailler en sorte que les commerces soient licites. Que tout celui qui veut travailler dans ce domaine-là puisse passer par les grandes portes. Et le Congo doit donner tous les mécanismes nécessaires, n'est-ce pas, pour qu'on puisse combattre les commerces illicites de matières premières. Et rassurez-vous qu'il y a des Congolais qui sont dans ces commerces ici, qui vendent les matières premières congolaises à travers le Rwanda, à travers l'Ouganda, à travers la Tanzanie et d'autres pays frontaliers. Tous ces pays-là, on les déclare aujourd'hui comme des pays producteurs de matières premières alors qu'ils n'en ont pas dans leur territoire. Et c'est nous qui perdons. Donc il y a cette nécessité-là. Mais également, il y a la nécessité d'une justice, Madame Ranta. La Bible le dit, vous êtes chrétienne, je sais, que la justice élève une nation. La justice élève une nation. On ne peut pas prétendre construire la paix et négliger la justice. Nous en avons déjà l'expérience. Hier, on a mis la justice à côté. On a amnistié tous ceux qui devraient répondre à leurs responsabilités au nom de la paix. On n'a jamais résolu le problème. Et donc, tous ces gens-là doivent répondre à leurs actes. Voilà pourquoi Denis Mukwege insiste pour le tribunal pénal international. La justice traditionnelle est nécessaire aujourd'hui. Le pardon, la tolérance devra venir après que nous ayons
connaître la vérité de ce qui s'est passé, réparer les victimes, juger les coupables, mais également avoir la garantie de non-répétition. C'est ça le rôle de la justice traditionnelle. Vous savez qu'après le génocide au Rwanda, en 1994, tous les acteurs qui ont participé à ce génocide-là, ou qui se trouvaient dans le monde, ils étaient arrêtés et transférés au tribunal pénal international pour le Rwanda. Parce que ce tribunal-là est instauré par une résolution des Nations Unies. Et du coup, ça devient applicable dans tous les pays membres des Nations Unies. Ça veut dire s'il y a un acteur qui a participé au crime de guerre, crime contre l'humanité en RDC, et qui se retrouve en Afghanistan, et que l'Afghanistan soit membre de l'ONU, on met la main sur lui, on l'amène au tribunal, on le juge. Et vous verrez que des Congolais, avant qu'ils s'aventurent pour prendre les armes contre son pays, comme Nanga l'a fait, va réfléchir plusieurs fois, et à un moment donné, il va se rétracter, va dire non, ceux qui ont pris les armes hier, voici leur sort. Et cela va contribuer, n'est-ce pas, à l'instauration de la paix. Et après cela, on passe maintenant à la consolidation de la démocratie dans notre pays. Au-delà de tout ce que je viens de dire, madame, on ne saura pas recouvrir la paix. Et la paix que nous sommes en train de chercher, pas une paix temporaire comme nous l'avions connue. Après ça, on a connu une paix temporaire. Tu vois, le RCD est venu, ils ont laissé le RCD, le MLC. Le CNDP, il vient négocier, il laisse le M23, ainsi de suite. Là, dans la démarche du docteur Denis Mukwege, c'est de mettre fin à tous ces caprices-là et le rétablissement de la paix totale et la vraie paix. Nous sommes en train de chuter, je dirais 12 ans après cet accord d'Addis Abeba. Est-ce qu'il est-il encore possible, si on recourait à cet accord, de retrouver la paix durable, comme vous venez de le dire? C'est ça la démarche qui est en cours. C'est la dernière chance que nous avons pour taire ces conflits. Hein? C'est ça la démarche qui est en cours, menée par la main de fer du docteur Denis Mukwege. Et j'en profite pour appeler aux Congolais de s'approprier de ces combats-là. On ne peut pas dire que cet accord est dépassé. Si c'est dépassé, madame, vous pouvez avoir raison. Mais la mise à jour existe par rapport n'est-ce pas, à la situation actuelle. Par exemple, tel que les propos... Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'accord de Luanda, on parle de l'accord... C'est ça que je vous dis, cet accord de Luanda-là, le gouvernement congolais doit se retirer de ce processus-là. Parce que ce processus-là, donc ce qui nous agresse, vous allez comprendre un peu la logique que je vais faire ici. Le receleur, il pousse la victime que nous sommes à négocier avec le voleur pour que le voleur puisse encore voler davantage. En fait que ce voleur-là puisse encore vendre davantage auprès du receleur. C'est ça la logique. C'est ça la logique. Et si nous quittons dans ce processus de Luanda et de Nairobi et qu'on revenait d'Addis Abeba et que chaque partie cette fois-ci, comme demande Denis Mukwege, à respecter ses engagements, la communauté internationale prend à bras le corps les décisions, comme on a les sanctions, on va facilement recouvrer à la paix. Le Rwanda n'a pas la force, madame, de nous combattre. Ça, on doit se mettre ça en tête. Il faut faire tomber cette mythe-là qu'on a fait porter au Rwanda pour présenter le Rwanda comme Somoueva Congolais. Non. Parce qu'on parle que le Rwanda a des armes sophistiquées. Il trouve ces armes où? Avec l'argent, le minerai du Congo. Je salue déjà les sanctions qui sont en train de tomber. Très bien. Les armées rwandaises sont formées à Londres, en Angleterre. Ils ont pris une décision. Ça ne va plus se produire. Jusqu'à ce que les Rwandais puissent retirer ces troupes. Le Rwanda est appelé par la communauté internationale de respecter l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Le motif que le Rwanda a toujours avancé des FDLR et consorts, la marginalisation, ce n'est pas moi de quel peuple. Ce sont de fausses alibis qui ne tiennent pas debout. La vérité est que le conflit est économique, les intérêts économiques, c'est ça. Et la solution qu'on va trouver aux conférences internationales pour la paix en RDC, ça va être des solutions durables et une solution mondiale à ces problèmes ici. Les Congolais doivent comprendre ça comme ça. Le gouvernement d'union nationale, comme on veut le préconiser, déjà eux-mêmes négligent ça à Eberan comme celui qui va consulter. Il prouve qu'il n'apporte pas beaucoup d'importance. Cela va accoucher d'une souris. Ça va accoucher d'une souris. Ce qu'ils peut-être vont faire, c'est de remanier le gouvernement. Mais dire qu'il y aura un gouvernement d'union nationale, moi je ne vois pas qu'il y ait l'union nationale. On a pris la fois passée, on avait pris qui Costa Mutamba, pour dire qu'il venait de l'opposition. Aujourd'hui, pour quel résultat? Nous voulons la paix, et la paix durable. Nous voulons la paix, c'est cette paix pour laquelle Denis Mukwege est en train de travailler durant des années. Une paix durable où les Congolais vont se sentir à l'aise dans son pays, vont circuler librement.
Oui. Et comme voie de sortie, ne voyez-vous pas aussi que les sanctions peuvent aussi, les sanctions qui pleuvent, hein, en tout cas contre le Rwanda, peuvent accélérer ces processus de paix en RDC? Je l'ai dit dans la première voie de sortie, qui est la mobilisation politique internationale et l'adoption des sanctions, que c'est une des voies de sortie nécessaires. Parce que quand on prend des sanctions comme ça contre les pays agresseurs, le Rwanda, il sera asphyxié. Sur le plan diplomatique, il va se retrouver seul dans son coin. Et du coup, il fait quoi? Il n'aura pas le moyen pour soutenir les groupes armés. Et quand il n'a pas le moyen, quand les groupes armés n'ont pas de moyens, ils vont abandonner d'eux-mêmes. Et après, c'est la justice qui va suivre. La question de la justice est très cruciale dans ces combats, dans les conflits que nous avons. Vous savez, madame, le pays comme la Colombie a connu le même problème que nous dans notre pays, durant des années. Et au-delà de ce qu'il y avait comme problème, il y avait aussi les groupes de gangs, de contrebande, de trafic de drogue et consorts. Mais le plan que Denis Mukwege a mis en place pour la RDC, plan national pour la justice transitionnelle, les Colombiens sont venus prendre ça auprès de Denis Mukwege. Ils ont amené même le professeur Denis Mukwege en Colombie pour implémenter ces programmes-là. Édité pour la RDC, s'il vous plaît. On a implémenté ça à Colombie. Aujourd'hui, ça porte déjà des fruits. La justice transitionnelle est en marche. C'est ce qui serait mis en pratique dans notre pays. En Ukraine, le plan de Denis Mukwege pour soigner toutes les victimes de violences sexuelles et consorts, implémenté en Ukraine. Vous savez que l'Ukraine est en conflit. C'est implémenté en Ukraine. Et ce sont les médecins de l'hôpital de Panzi qui sont maintenant là-bas en train de travailler. Pourquoi on ne peut pas valoriser le travail de Denis Mukwege? Pourquoi ne pas prendre en compte toutes les propositions qu'il donne pour la RDC? Il les fait pour l'amour de son pays. Il le fait pour la RDC. Il n'attend rien en contrepartie. Il n'a pas besoin de poste. Non, je dis, il n'attend rien en contrepartie. Par exemple, moi qui soutiens Denis Mukwege, c'est la paix. S'il y a la paix, si le climat des affaires est assaini, nous serons maintenant dans une situation de concurrence où tout le monde va sortir, n'est-ce pas, ses compétences. Madame Ranta, vous êtes compétente dans une situation où le climat des affaires est stable, vous ne serez jamais au chômage. Vous ne serez jamais au chômage. Et la jeunesse ne serait pas en train de s'intéresser de la politique. L'oisiveté. Et aussi là, parce qu'il y aura de l'emploi, il y aura la paix, la libre circulation des personnes, de leurs biens et consorts. Est-ce que vous croyez que la RDC arrive à ce stade-là, mais après combien de temps? Madame, Dr Denis Mukwege a été toujours positif dans son esprit. En dépit de tout ce que nous avons connu comme turbulence, comme conflit, il reste toujours convaincu que nous allons arriver à établir la paix dans notre pays. Et j'en suis aussi certain que la paix sera une réalité dans notre pays, incessamment ici. Très bien, ça sera la fin de cette émission en tout cas. Merci d'avoir participé et merci de pouvoir donner vos propositions comme le voudrait en tout cas le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en République démocratique du Congo. Merci madame, messieurs, nous nous arrêtons là pour ce numéro dans l'espoir de vous retrouver très prochainement. Au revoir. Merci.